Bonjour à tous. Pour mieux comprendre ce qui se joue ici à Rome durant ce synode spécial sur l'Amazonie, eh bien la rédaction de KTO vous propose un entretien par semaine. Après la messe d'ouverture ce dimanche en la basilique Saint-Pierre par le pape François, où il a encouragé à une prudence audacieuse, eh bien voilà, les travaux du synode ont démarré dans cette salle du synode pour déterminer quels sont les nouveaux chemins pour l'Église et pour l'écologie intégrale. Dans un premier temps, il s'agit d'écouter la clameur de la terre et des pauvres, selon les propres mots du document de travail. La forêt amazonienne, on le sait, est d'une importance vitale pour l'ensemble de notre planète et pourtant la situation n'est pas loin d'un point de non-retour. La vie est menacée. Parmi les 283 participants, pères synodaux, experts, auditeurs, auditrices, eh bien l'un d'entre eux vient du Haut-Maroni en Guyane française, c'est Haïkou Malé Alémine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous portez la voix des Amérindiens Wayana, l'une des 7 nations indiennes de Guyane. Chez vous, on vous appelle Haïkou? Oui, c'est le nom que tout le monde connaît, Haïkou. Est-ce que, peut-être pour commencer, vous pourriez nous dire d'où est-ce que vous venez de cette forêt amazonienne en Guyane? Chez vous, c'est un village que vous avez fondé. Il y a 4 familles, 25-30 personnes qui y résident. Oui, tout à fait. Je suis un Wayana, originaire du village Antkumpata, qui est sur la commune de Maripasoula, qui est la plus grande commune de France en superficie. Mais en 2009, j'ai décidé de créer mon village, que j'ai nommé Hipokanaute, qui veut dire village libre. Pourquoi vous avez souhaité créer votre village? Parce qu'il n'y avait plus assez de place sur l'endroit où j'étais à l'époque. Et comme la famille grandissait, et puis j'avais un autre projet dans la tête, donc j'ai décidé de créer mon propre village. Et si on ferme les yeux, on s'imagine, là, vous sortez de chez vous, de votre maison, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? En venant chez moi, en fait, je suis torse nu presque toute la journée. Je vais à la pêche. En ce moment, c'est la saison sèche, il y a beaucoup de poissons. C'est facile à pêcher. Et puis, je fais ma grillade sur le feu, que j'allume, pas besoin de casinière. Et puis, je vais dans mon champ, vérifier si tout va bien, si tout pousse bien, s'il y a des choses qui sont mûres. Qu'est-ce qu'on cultive? Des ananas, des bananes, des maïs, des concombres, des maniocs, des pastèques. Pas mal de choses. Et puis il y a l'eau partout, la forêt bien sûr. Là, oui, mon île, c'est vraiment entouré des îles. C'est sur le fleuve, hein? C'est sur le fleuve. D'ailleurs, il faut la pirogue hein, pour se déplacer forcément. La place du village, en quelque sorte, c'est le fleuve, c'est l'eau presque. Hein. Oui, pour le déplacement, juste la pirogue. En préparant cet entretien, vous me parliez de vos ancêtres et du rapport qu'ils entretenaient avec la nature. Vous pourriez m'en dire un mot? Oui, avant de parler ça, en fait, je ne suis pas là simplement pour représenter ma communauté. Je suis ici pour représenter tous les peuples amérindiens de la Guyane française. Parce qu'on m'a désigné comme un délégué de l'évêque pour ce synode-là. Il y a combien d'Amérindiens en Guyane française? En Guyane française, il y a 15 000 Amérindiens sur le plateau de la Guyane. Et puis, comme on vit ensemble avec les Bushinengue, qui sont les anciens esclaves, on peut dire ça, ils sont 70 000. Oui. Et qui vivent aussi dans la forêt. Qui vivent aussi dans la forêt et puis sur le fleuve comme les Amérindiens. Vous nous parlez des ancêtres alors, de vos ancêtres? Bien avant que je suis né, mes ancêtres étaient croyants. Ils croyaient à la nature et à la terre parce que pour eux, c'était quelque chose de fabuleux. Bien avant la naissance de l'homme, il y avait déjà la terre qui les accueillait. Tout est lié à la forêt et à la terre. C'est pour cela qu'ils appelaient terre-mère, terre-mère pour les autres. Pour certains, cousin, cousine, nature. Et certains disaient le frère soleil parce qu'il séchait
il y avait un lien très étroit avec la nature, une conscience d'ailleurs que c'est aussi la vie humaine dépendait aussi de cette nature et du respect de cette nature. Oui, tout à fait, tout à fait, tout a été lié. À chaque fois, il faut toujours remercier quand on tuait des animaux. On ne tuait pas pour se faire plaisir, on tuait pour se nourrir. Alors vous avez travaillé dans cette période du pré-synode avant d'arriver à Rome et vous êtes retrouvé avec ces différents groupes ethniques, avec ces différents Amérindiens, et également les Bushinangés dont vous parliez tout à l'heure. Et le constat aujourd'hui est très alarmiste. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été préparé pendant une année. J'ai entendu parler l'écologie intégrale. J'ai posé la question à Monseigneur Lafont. Et pour toi, qu'est-ce que l'écologie intégrale? D'abord protéger l'homme et ensuite protéger la forêt. Si on ne fait que protéger la forêt et qu'on ne protège pas la population, ça n'a pas de sens. C'est le sens même d'ailleurs du sens de l'écologie Voilà. intégrale. Parmi ces dangers qui sont inquiétants pour vous aujourd'hui, il y a la question de l'orpaillage. Je voudrais juste qu'on en dise un mot. C'est cette recherche de l'or, de pépites d'or, de paillettes d'or, que ça soit au fond du fleuve, que ça soit dans la terre de la forêt. Et ces chercheurs utilisent le mercure qui pollue ensuite parce qu'il est rejeté dans le fleuve ou laissé sur place. Oui, c'est devenu un fléau pour nous. La pollution, ce qui fait énormément de dégâts, que ce soit l'orpaillage illégal ou légal, ça revient au même. Parce que pour amalgamer l'or, ils utilisent le mercure qui est très dangereux pour nous. D'abord pour ceux qu'on mange comme des poissons. Les femmes enceintes n'ont plus le droit de se nourrir. On n'a pas le droit de manger n'importe quel poisson. Et c'est n'importe quel poisson, ce qu'on appelle les carnassiers, sont contaminés. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On mange du congelé, du poulet. Ça aussi, ça nous fait perdre quand même notre nourriture traditionnelle. Pour éviter justement d'être empoisonné au mercure. Oui, c'est ça. On perçoit une forme d'impuissance face à cet Ouais. orpaillage illégal. Je voudrais qu'on aborde un autre problème qui est la question du rapport aux jeunes, à l'école, parce que c'est important que les jeunes aillent à l'école, mais ça crée aussi un isolement et une rupture avec les traditions ancestrales de votre peuple, les Wayana. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots, peut-être à travers votre propre itinéraire, vous, vous avez connu ça? En fait, moi, j'ai grandi un peu différemment. J'ai pas vu mes grands-parents déjà. Et puis à l'âge de 9 ans, j'ai été placé dans une famille d'accueil amérindien, mais au village même, parce que à l'époque, mes parents n'habitaient pas au même endroit. C'était en 86 quand l'école a été créée en pays amérindien. Et comme j'étais seul, quand on est seul, quand on part dans un autre village, on se sent seul, on se fait considérer comme un étranger. Donc pour moi, c'était pas grave, mais chaque jour venait. Et puis je voyais les anciens, les sages plutôt, qui se réunissaient autour du feu et racontaient des contes amérindiens qui étaient extrêmement fabuleux pour moi. Donc je me suis passionné par rapport à ça et tous les soirs je retournais les voir. Au début, ils me disaient mais pourquoi tu poses la question et pourquoi tu viens nous voir? La recherche de racines? Voilà. Et puis je leur avais répondu mais je suis là simplement parce que je n'ai rien à faire l'après-midi et puis vous êtes là. Parce qu'à l'époque non plus il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien, il n'y avait que. Et puis je suis parti faire mes études comme tous les autres enfants. Une fois rentré, c'était plus la même ambiance. Il n'y avait plus des sages. Il y en avait, mais personne ne les écoutait. Il n'y avait plus. Et pour quelle raison? Vous savez vous expliquer ça? Parce que à l'an 2000, il y avait, on nous a soi-disant imposé la carte d'identité française. Donc ça nous permet jusqu'à maintenant à
voyager et puis avoir des aides auprès de la location familiale. Et sauf que ça a été dépensé un peu brutalement. La drogue, l'alcool, Le fait d'avoir de l'argent, du coup, Voilà. a permis tout ça. tout ça. Enfin, mais soi-disant que mon propre peuple est devenu un peu les esclaves de l'argent. Une fois rentré chez moi, En quelques années j'étais- seulement? Quelques années seulement. Une fois retourné, je suis retourné chez moi 3-4 ans plus tard. C'était plus pareil. J'étais écœuré. Et puis, de nos jours, en ce moment, on part très tôt à l'école, à l'âge de 3 ans. Et puis, à l'âge de 10 ans maximum, 11 ans, ils quittent le foyer des parents. Oui, les enfants sont séparés en quelque sorte de leur famille Voilà. pour aller à l'école, mais qui ne se trouvent pas dans le village, mais qui se trouvent souvent beaucoup plus loin, Oui. 2-3 heures de pirogue, parfois beaucoup plus au lycée sur le littoral. Hein. Oui, c'est ça. Au village même, il n'y a que Que le primaire. le primaire. Ensuite, sur la commune de Maripasoula, il y a le collège. Et puis, le lycée se trouve à Cayenne, sur le littoral. D'accord. Maripasoula, c'est quoi? C'est 2-3 heures de pirogue? 2 h 30 maximum. Voilà. Et Cayenne? 45 minutes de l'avion. Sinon, 2 jours de pirogue en descendant le Maroni jusqu'à Saint-Laurent-du-Maroni. Mais les enfants, du coup, font pas les allers-retours toutes les semaines. Non, pas du tout. Et c'est très, très, très difficile pour tous les parents, que ce soit pour les Bushinengue et pour les Amérindiens. C'est vrai aussi pour les enfants. Oui, parce que très difficile pour trouver la famille d'accueil, très difficile pour trouver ce qu'ils réclament, ce qu'ils souhaitent par rapport aux études. Donc c'est très difficile aussi d'avoir des débouchés. Et en même temps, en vous écoutant, on se dit, mais c'est quand même bien de pouvoir avoir accès à l'école. C'est quand même précieux. C'est aussi une chance pour les enfants. Au fait, l'école nous permet, je ne suis pas contre, sauf que nous voulons quand même qu'il y ait des soutiens chez nous et sur le littoral. Pourquoi? Parce que si on perd tous les jours notre culture, on perd tout, il n'y aura plus des peuples amérindiens. Oui, vous vous battez d'ailleurs pour qu'il y ait un collège qui puisse être ouvert beaucoup plus proche de chez vous, hein, pour éviter cette séparation, cette distance avec les enfants. Oui, tout à fait. Ça fait quelques années que j'ai écrit un courrier à l'ancien président de la République, François Hollande. J'ai pas eu de retour. Donc je me suis dit qu'en faisant faire des pétitions, peut-être qu'on aura la chance de le faire. Alors quand on parcourt le document de travail, on voit justement cette question de la préservation de l'identité profonde des peuples, de leur culture traditionnelle. Et souvent on imagine que c'est très loin de chez nous pour des gens qui sont au fin fond de la forêt. En réalité, ça concerne aussi les Amérindiens de la Guyane française. En vous écoutant, on l'entend bien. Comment vous expliquez, parce que c'est aussi une tragédie que vous vivez ces dernières années, pour les familles, pour les jeunes, il y a un taux de suicide chez les jeunes qui est très important chez les jeunes Amérindiens, tout jeunes parfois. Hein. Déjà, il n'y a pas assez de sécurité pour tous les jeunes. Quand je dis tous les jeunes, c'est l'ensemble de la population guyanaise, dont certaines petites filles tombent enceintes. Ils ont du mal à dire à leurs parents que je suis enceinte, sinon il devrait y avoir des difficultés familiales. Et ensuite, il y a des viols. Et puis, il y a la drogue, que ce soit les filles et les garçons. Donc tout ça, ça revient au suicide. Il y a une profonde désespérance. Oui, et puis l'émotion fatale. Mais je suis toujours en train de chercher c'est quoi le vrai souci, ou d'où vient ce problème. Est-ce que c'est ça que je suis en train de parler ou c'est autre chose? En fait, ça me dépasse un peu quelquefois. Vous, Haïkou, vous êtes catholique,
vous êtes chrétien. À quel moment vous avez fait la rencontre avec Jésus? Je signale d'ailleurs que vous êtes postulant au diaconat dans pour le diocèse de Cayenne. En fait, il y a 10 ans ça, même 15 ans ça, j'ai été tombé malade. Ça a duré 6-7 mois. Je suis allé à l'hôpital. J'ai suivi la médecine traditionnelle. Ça n'a pas marché. J'ai jamais aimé la Bible. J'ai jamais aimé les chrétiens, que ça soit catholique ou avant. Parce que mes parents, surtout ma maman, elle était victime de la religion moderne. C'est-à-dire? Les témoins Jéhovah ont un peu exagéré par rapport à la culture et puis autre chose que je ne veux pas prononcer. Et du coup, je me dis que jamais je ne ferai ça. Et je me battrai jusqu'au bout. Mais sauf que ce jour-là, j'avais comme l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai ouvert la Bible et j'ai lu pendant des semaines et des semaines. J'ai retrouvé le moral, j'ai retrouvé la guérison. Et pour dire merci, par hasard, il y avait Monseigneur Emmanuel Lafont est passé au village. C'était son premier ordination évêque de la Guyane. Je ne savais pas qu'il était évêque. Je me suis simplement dit que c'était un monsieur qui aimait la mode avec la croix et tout. Ah oui, parce que vous pensiez que c'était comme les chanteurs. Voilà. C'est ça, qui à ce moment-là qui mettaient des croix. Dont mon chien l'avait mordu. Ah mince. Voilà, et puis je l'ai invité, je l'ai soigné. Et puis pour dire excusez-moi, un soir je l'ai invité. C'est en ce moment-là que je lui ai posé la question. Quelle question? Et qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Il m'a dit mais je suis un évêque. Voilà. Et puis je lui ai demandé un peu d'expliquer ce que c'est la Bible. Et un an plus tard, j'ai demandé le baptême. Avant de me convertir, j'ai demandé à ma femme, parce que elle était déjà chrétien évangélique. Je me ferai baptiser comme chrétien catholique. Si tu veux me quitter, tu me quittes. Elle m'a dit, mais non, moi, je ne suis pas baptisé, je poursuis simplement ma formation. Si tu fais ça, je te suis. Et c'est comme ça que j'ai eu mon baptême. Pour dire merci à Dieu, j'ai décidé de faire son service, sa mission. D'abord, j'étais catéchiste avec ma femme. Et sauf que le remerciement n'est pas assez. Et au service de tout le monde, c'est pour cela que j'ai accepté quand Dieu m'a appelé comme candidat diaconat. D'ailleurs, on peut dire que vous parlez du Christ beaucoup chez les Wayana. Vous êtes une figure justement chrétienne au sein de votre communauté. Mais vous évoquiez les évangéliques. Parfois, vous êtes en colère contre les moyens qui sont utilisés pour l'évangélisation. Oui, ce sont des confrères puisque ce sont aussi des chrétiens. Mais sauf qu'ils exagèrent un peu jusqu'à maintenant. Ils font perdre les cultures qui sont très importantes pour nous. Ils interdisent le chamanisme, la médecine traditionnelle. Ils interdisent des conteurs, ce qui est aussi important pour nous, pour nos enfants. S'il y a des échecs à l'école, quand ils reviennent chez eux, puisqu'il n'y a plus ça, donc ils sont perdus dans les deux mondes, puisque nous vivons dans les deux mondes. Notre culture à nous, Amérindiens, et la culture occidentale. Donc c'est ça qui me fâche jusqu'à maintenant, parce que moi, je suis pratiquant chrétien catholique, j'enseigne la Bible, mais je ne parle jamais la fin du monde, parce que la fin du monde viendra, on ne sait pas quand. Voilà. Il y a des manières d'aborder et de témoigner de sa foi de manière différente, on le comprend bien. Vous débarquez ici à Rome pour ce synode sur l'Amazonie. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, c'est ma première voyage à Rome. Ça fait quelque chose
Ça fait pas la différence de Paris, mais la différence, c'est la nourriture. On mange beaucoup de pâtes. Et puis la langue, c'est une découverte, quoi. L'italien. C'est bien, oui, l'italien. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce synode sur l'Amazonie? Vous avez commencé ces travaux dans cette salle du synode où il y a les évêques, les cardinaux, ces auditeurs, ces auditrices, ces religieux, ces experts qui sont présents. Oui, au fait, ce que j'essaye, que ce message soit au nom des peuples amérindiens et bushinengue de la Guyane française, que ce synode puisse avoir un fruit pour les deux peuples, amérindiens et bushinengue, et des soutiens de nos enfants qui se sentent un peu perdus sans parents, qui sont très loin de leurs parents, et puis aussi l'éducation. Par exemple, que l'Église éduque correctement nos enfants, pas leur dire des mauvaises choses, parce que ça leur déprime, ça leur donne des stress et ça le démoralise. Et que l'Église prenne soin de Oui. ces populations, pas seulement de l'environnement, de la forêt, des espèces végétales et animales, mais aussi et surtout peut-être des personnes. Oui, des personnes. Après ils peuvent aussi, que je suis aussi d'accord, qu'on prenne soin de notre nature. C'est ça, l'écologie intégrale. Voilà. Parce que l'écologie intégrale, pour moi, c'est carrément l'ensemble de la population, la nature, la terre. En ce moment, nous sommes en train de vivre dans un petit paradis. Je ne demande pas d'arrêter d'exploitation, hein. Je dis simplement d'exploiter, mais modérément, en faisant attention. Et pourquoi? Si on détruit ce petit paradis, ce qu'on appelle, ce paradis deviendra l'enfer et nous mourrons tous. Tous, quand je dis tous, c'est même vous, moi, parce que on n'aura plus d'oxygène, tout sera détruit. Et moi, je ne permettrai pas, et que c'est un combat que je mène depuis 12 ans maintenant. Quelle est votre prière? Et ce sera le mot de la fin. Votre prière ici, en étant dans ce synode, loin de chez vous, mais dont on comprend que vous portez des messages de manière très forte. Ma prière, c'est en Wayana. Et si vous voulez, je peux. Ipoganamole, Yumu, Enek, Akalipak, Tewehamo, Anumhak, Iwana Tipogeyahe, Malale, Apetomak, Awaina Kuptetot, Herekatiblegin. Peut-être une traduction. Traduction. Seigneur, veille sur toute la famille qui sont très loin de moi, notamment des amis, notamment des peuples, et donne-leur un peu d'espoir, qu'ils puissent vivre dans la paix, dans la joie, jusqu'à la fin. Merci beaucoup Haïkou pour cet entretien qui nous permet de voir tout ce que vous portez à la fois dans votre cœur et puis ce qui est le fruit de votre action, de votre combat au fil de ces années. Et c'est le cas aussi de tous ceux qui sont engagés dans ce synode. Je pense à ces auditeurs et ces auditrices qui sont aussi amérindiens d'autres pays. Il y a plusieurs dizaines d'Amérindiens qui sont présents. Merci de nous avoir accordé cet entretien qui nous permet de mieux comprendre encore une fois les enjeux de ce synode pour tracer de nouveaux chemins pour l'Église et pour l'écologie intégrale en Amazonie bien sûr, mais aussi plus largement sur notre planète. Je remercie ici la communauté des prêtres de Saint-Louis des Français et en particulier Monseigneur François Bousquet, le recteur, pour leur accueil. Et puis je vous renvoie à notre site internet www.ktotv.com où vous pouvez retrouver nos flashs, nos entretiens et notre programmation spéciale autour de ce synode sur l'Amazonie. À très bientôt.